Écoutez, c'est mon honneur de vous présenter Dr. Roy. Je ne le connais pas du tout. Ça fait pas plus que... En fait, ça fait quasiment 41 ans qu'on se connaît. Mais Ah, c'est vrai, ça. oui, ça fait un petit peu longtemps. Il détient un baccalauréat en philosophie, un doctorat en médecine de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un diplôme de médecine familiale de l'Université de Montréal. Il enseigne et exerce la médecine familiale au sein de l'équipe de santé familiale académique Montfort et aussi en médecine hospitalière au sein de l'hôpital Montfort depuis plus de 35 ans à peu près. Depuis des années, il a été pendant plusieurs années aussi vice-doyen au Bureau des affaires francophones de l'Université d'Ottawa. Il a travaillé très fort à promouvoir la formation en français, tant en formation médicale continue qu'en pédagogie des sciences de la santé et en éthique et humanité. Il a été le directeur fondateur du programme Médecine, éthique, humanité et de son volet international à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il est à l'origine de plusieurs collaborations internationales en français, notamment le Bénin. Comme président maintenant des médecins francophones du Canada, Dr. Roy souhaite contribuer à la tradition d'excellence et à la grande qualité des formations offertes par l'association, tout en élargissant l'offre et afin de soutenir les professionnels face aux défis sociétaux actuels de l'environnement. Alors, Jean, je te laisse. C'est avec Bon, plaisir qu'on fait aujourd'hui, alors je te laisse parler. merci. Non, c'est un long. C'est de ma faute, j'imagine. C'est ça que je t'ai donné à un moment donné. C'est un peu long. Alors, on est un petit peu entre amis ce matin, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui vont se joindre pour écouter la conférence après coup. Alors, ben c'est ça. Alors, c'est sans prétention que je fais cette présentation. Évidemment, vous savez que je ne suis pas un spécialiste. Je suis évidemment très intéressé, puis j'ai quand même mon bagage de télémédecine, comme vous l'avez sûrement, vous autres aussi, depuis 3 ans au moins, en tout cas, sinon plus. Alors, j'ai un peu fait le travail d'aller chercher ce que les collèges disaient, puis c'est quoi les recommandations officielles pour vous. Mais en même temps, comme on n'est pas beaucoup de monde en live, ça me fait plaisir que vous interveniez quand vous voulez. Lynn va surveiller la discussion, puis elle va me laisser savoir aussi s'il y a des choses qu'on peut répondre sur le moment. Alors, on va commencer par partager mon écran. Là, je vais juste vous replacer pour que je vous vois un peu, ceux qui sont là. Ben voilà. Alors, voici notre thème du jour, le futur de la télémédecine. On voit tout ton écran puis tes montagnes, Jean. Ah, pourtant, j'ai bien choisi la petite. On va recommencer. Mais sont belles Bon, tes montagnes. ma souris a fait des siennes. Ah, OK. Ma souris ne veut pas marcher. Je vais être un peu. Je sais pourquoi. On va y aller. Ah, je suis désolé, hein, c'est l'expert en télémédecine. Il y a de la misère avec ses. OK. Comme ça. Est-ce que j'ai comme ma présentation? Excellent. Good. Elle me joue des tours des fois, je ne sais pas pourquoi. Alors, bon, voilà. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. On rend hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre, ceux qui l'ont bien gardé, qui en ont pris bien soin dans la région d'Ottawa, puis les autres communautés aussi. Alors, les objectifs, c'était un peu le futur. On devrait pouvoir connaître les principes qui, vous allez voir, sont plutôt simples, mais bon, simples, mais important de les connaître. Puis un peu de discuter ensemble. On ne connaît pas l'avenir, mais qu'est-ce que c'est le rôle en 2023? Puis pour les patients, on va parler un petit peu d'enseignement aussi. Mais alors, je vais commencer par quelques petites questions. Donc, j'aimerais savoir si vous en faites toujours. C'est quoi votre expérience? Est-ce que vous pensez continuer d'en offrir? Est-ce que vous utilisez surtout le téléphone ou vraiment la vidéoconférence? Et là, je vais vous poser un petit questionnaire. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup, mais on va s'amuser pareil parce que c'était prévu ainsi. Là, j'imagine que vous voyez mon Menti. Est-ce que vous voyez mon... Oui. Alors, il y a un petit questionnaire. Pour répondre à ça, vous pouvez toujours répondre sur le chat si vous voulez, là, mais ce serait le fun juste de voir les chiffres. Alors, vous allez sur menti.com, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous mettez le code qui est en haut de l'écran, qui est 16 90 32 94. J'ai 4 petites questions pour vous. Alors, allez-vous continuer de prodiguer des soins virtuels en post-pandémie? Oui, ça pourrait être sûrement ou non, ça pourrait être à peu près pas, là. À date, c'est 100% de oui. Alors, il y en a qui en feront probablement pas. Ça peut dépendre aussi de votre contexte clinique, évidemment. OK.
OK. Ah, c'est partagé, c'est intéressant. Là, je pense qu'on a à peu près tout le monde. On va passer à ma deuxième question. Combien de demi-journées consacrez-vous aux soins virtuels dans votre horaire? Je sais que je ne connais pas votre horaire, mais OK. Donc, on pourra clarifier la réponse tout à l'heure. Donc, il n'y a aucun de vous, c'est intéressant, il n'y a aucun de vous qui ne fait qu'une demi-journée complète. Moi, si j'avais à voter, je dirais que j'en fais encore 2 sur mes 6 demi-journées, 5 à 6 demi-journées. Est-ce que je peux, il y en a qui en font, OK, quelques-unes. Intéressant. On passe à la question suivante. Est-ce par téléphone ou vidéoconférence? J'ai mis un peu presque seulement par téléphone, surtout par vidéoconférence, seulement par vidéoconférence. Intéressant. On n'a pas des super gros chiffres parce qu'il n'y a pas tant de ça en présentiel, mais c'est sûr que ça n'a pas de valeur scientifique, mais un peu plus de gens qui font du téléphone, ce qui semble correspondre un peu au désir des gens. Je suis sûr que c'est différent. On jasait un peu avec Hugues au début, qui est en psychiatrie. Je ne suis pas sûr que je l'ai mis dans la présentation, mais c'est clair que les psychiatres, de par l'organisation de leur pratique depuis bien avant la pandémie, ils faisaient déjà avec OTN, le réseau ontarien, en utilisant en fait la vidéoconférence. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'ils utilisent de façon préférée la vidéoconférence. J'ai l'impression que les gens qui ont commencé à faire des vidéoconférences avec la pandémie utilisent probablement plus le téléphone. Et ce que je comprends de votre sondage, il n'y en a pas beaucoup qui semblent consacrer des demi-journées. Par ailleurs, je me demande si vous en faites pas un peu au travers de vos visites. Puis tu vois, Hugues me répond pas de téléphone, donc il est tellement vraiment habitué de le faire en vidéoconférence, ce qui est probablement un plus en psychiatrie aussi. Donc, est-ce que j'avais une autre question pour vous? Bien, ça, on va faire ça après. Alors, on va retourner à mon diaporama. Voilà. OK. Bon, merci de votre feedback. Ça m'aide un peu. J'y vais de quelques définitions, même si elles ne sont pas super précises, mais je parle de médecine virtuelle, télémédecine. En fait, on devrait pas parler de télémédecine. Télémédecine, ça veut vraiment dire une pratique médicale à distance par un professionnel de la santé. Donc, ça pourrait être par téléphone ou par vidéoconférence. Le terme télésanté, c'est intéressant, ça correspond plus à des services de visée commerciale. Télésoins, ce serait peut-être plus large que la télémédecine. Ce ne serait pas nécessairement juste la consultation, mais ça voudrait aussi dire, par exemple, quelqu'un qui s'occupe de vos glycémies à distance ou le pharmacien qui vous donne des conseils à distance, etc. C'est peut-être un peu plus large. Puis sans que j'aille dans le détail, on dit que les 5 actes de la télémédecine sont la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. Demandez-moi de définir chacun. On voit qu'il y a toute une petite nuance, mais bon, c'est un peu rhétorique de définir ça davantage. En fait, la question, c'est ce qu'on va en faire dans le futur. Le gouvernement ontarien a déjà répondu. Puis je vous ferai remarquer, si vous regardez la date en haut, ça a été publié dans Ontario Medical Review en juin 2022. Et l'Ontario avait déjà décidé, le gouvernement ontarien, au ministère de la Santé avait déjà décidé que ce serait permanent maintenant. Puis on va parler tantôt comment OIP a rendu ça permanent dans le détail. On va en parler un peu plus loin dans la présentation. Donc, c'est déjà une réalité. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça existe. Alors, on dit que pour les soins virtuels, la télémédecine, un sondage commandé par l'AMC, le Service médical canadien, montre que la moitié des Canadiens ont utilisé des soins virtuels pendant la pandémie, puis 91 ont été satisfaits de leur expérience. On dit que même, en tout cas, à ce moment-là, 43 des Canadiens préféreraient leur première communication avec un médecin se fasse virtuellement. Je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement, mais les gens semblent plutôt intéressés. Les faits, c'est quoi? Ça, c'est tiré j'ai tiré mes sources de 2 choses, d'une revue qui s'appelle La prévention médicale, puis de l'OMS. Le taux de satisfaction est très élevé chez les personnes ayant déjà pratiqué la téléconsultation, avec 88 de satisfaits chez les patients, 78 chez les soignants. Certaines études démontrent une amélioration de suivi. Je n'ai pas les détails,
mais on va en parler un peu tantôt. C'est quoi mes intuitions par rapport à ça? Beaucoup de patients préfèrent la consultation virtuelle parce que, entre autres, ça leur évite le déplacement s'ils sont loin ou s'ils ont des problèmes de mobilité. Il y en a même qui disent qu'ils se sentent mieux écoutés. C'est peut-être, je ne sais pas si ça existe des visuels ou des auditifs, mais ça doit être des auditifs. Par ailleurs, c'est sûr qu'il y a toujours les mêmes, vous allez voir, c'est un peu ça les principes. Si le médecin ou le patient ressentent le besoin d'une rencontre en présentiel, il faut pouvoir l'offrir dans un délai raisonnable. On pourrait dire à l'inverse aussi. Si le médecin et le patient ressentent le besoin d'avoir une rencontre virtuelle au lieu d'une rencontre en présentiel, on devrait être en mesure d'offrir ce service-là aussi, à mon avis. Pouvoir voir j'ai dit que ça prend toujours un délai raisonnable pour les voir par ailleurs, parce qu'on peut avoir besoin de façon peut-être plus ou moins urgente de les voir pour compléter avec un examen physique. Alors, l'idéal, je pense que c'est de pouvoir offrir un mélange virtuel-présentiel. Je vous dire que la plupart des législations, évidemment, je me suis intéressé dans mes sources un peu ce que le Collège canadien de médecine familiale a dit, ce que le Collège ontarien et ce que le Collège québécois aussi a dit. C'est reconnu dans la plupart des législations. C'est quand même important de s'informer, de respecter les règles dans votre province. Alors ça, c'est intéressant. Si vous manquez encore la date, c'est intéressant. Quand tu cherches un peu, tu t'aperçois qu'on avait commencé à en parler avant, mais la pandémie nous a forcés à utiliser. Je ne sais pas si on n'en serait sûrement pas là, en fait, s'il n'y avait pas eu la pandémie. 71% des Canadiens et Canadiennes aimeraient pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. C'est d'autres éléments là, périphériques, mais ça, c'est intéressant. Puis il y a seulement 9% de médecins de famille qui offrent cette option, sûrement aussi parce que l'option n'est pas disponible dans leur système ou que c'est compliqué ou cher. 63% des Canadiens aimeraient pouvoir communiquer par courriel. Là, j'aurais envie de mettre un peu la pédale douce. Je ne pense pas que les médecins aimeraient que leurs patients puissent leur parler nécessairement par courriel. On dit que 24% des médecins de famille offrent par ailleurs ce service, puis on parle de février 2020. Encore là, ça dépend beaucoup de ce que nos compagnies je peux dire en français, de DME, là, de logiciels de patients offrent, ou c'est quoi les options, puis à quel prix, etc., etc. Je pense que ce qui limite encore beaucoup, c'est la possibilité de faire ces choses-là. Puis 40% des Canadiens aimeraient avoir des consultations vidéo avec leurs fournisseurs de soins de santé. Il y a seulement 4% des médecins qui offraient. On parle de février 2020, ça a évidemment changé. Février 2020, c'est juste avant la pandémie. Ça, c'est tiré d'un document commun entre le Centre médical canadien, le Collège des médecins de famille et le Collège royal. Alors, si on va un peu, c'est un peu les principes, je pense que je vais revenir 2-3 fois dans la présentation. Alors, ce qu'on suggère, c'est que le patient, en fait, on l'exige même des fois, mais idéalement, le patient devrait déjà être connu du médecin. Donc, question intéressante, si on fait que de la téléconsultation, de la télémédecine, évidemment, on pourrait dire que le patient va finir par être connu. Donc, c'est un argument intéressant. Mais des fois, c'est une exigence pour le paiement en ce qui concerne le médecin de famille, par exemple. On va y venir tantôt. Le médecin a devrait avoir un accès à une plateforme où il y a l'information des patients, idéalement. En général, on a accès absolument aux données du patient, aux antécédents, au laboratoire, etc. Même si encore là, ce n'est pas parfait. Je pense qu'il y a des progrès à faire de ce point de vue-là. Par exemple, en Ontario, en médecine familiale, à moins d'avoir reçu spécifiquement et de façon unique chacun des résultats dans notre dossier, on n'a pas facilement accès aux résultats, à part les prises de sang. Alors, les radiographies, si ce n'est pas arrivé, c'est compliqué. C'est plutôt nous qui devons aller chercher l'information avec un paquet de mots de passe et c'est plutôt compliqué. C'est clair que certains types de consultations se prêtent mieux à ça. On verra ça tout à l'heure. C'est sûr que c'est possible pour la plupart des spécialités. Puis, évidemment, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais c'est clair que beaucoup de spécialistes, même les cardiologues, par exemple, offraient des services à distance pendant la pandémie. Est-ce qu'ils vont continuer? Je pense qu'ils continuent souvent de le faire aussi maintenant. Ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de toutes les règles, un médecin d'expérience connaît habituellement ses limites et peut porter un jugement très pertinent si la consultation virtuelle est suffisante ou adéquate ou une bonne idée dans le suivi de son patient. Alors, pendant la COVID, il le fallait. Maintenant, c'est bien de l'offrir. Si ça donne des avantages aux patients, en premièrement, c'est des soins centrés sur le patient qu'on offre. Donc, ce n'est pas tellement notre bien-être à nous qui est important. Je pense qu'il est dans la balance, mais c'est le désir du patient qui devrait primer tout le temps. C'est quoi l'avenir? C'est un peu ma prospection, c'est mes idées à moi un petit peu. Là, j'ai souvent glané un peu partout.
À mon avis, il va y avoir une multiplication d'outils et de téléconsultation. J'avais dit, tu vois, j'ai fait ma définition après ça. J'avais dit que la téléconsultation deviendra de la télémédecine. J'ai probablement mal employé mes termes, mais je pense que dans le sens de télémédecine, on parle surtout de la rencontre là, avec vidéo ou téléphonique où bon, on essaie d'offrir un appui ou une thérapie ou un traitement à nos patients, poser un diagnostic. Quand je parle de télémédecine, je parle aussi en fait, je n'ai pas le mot exact, mais ce serait tous les outils périphériques qui pourraient se greffer à notre système notre base de données de patients. Par exemple, on va y venir tantôt, d'avoir des données autres. Et à mon avis, ça va prendre une expansion assez importante dans les prochaines années. Ça devrait, en général, les soins virtuels, ça devrait améliorer l'accessibilité des soins. Il y a peut-être des gens qu'on ne rejoint pas beaucoup parce qu'ils sont loin d'un médecin de famille ou parce qu'ils ne peuvent pas venir facilement. Donc, pendant qu'ils s'en passent, il y a des zones d'ombre qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui ne consultent pas beaucoup, justement parce que ce n'est pas possible pour eux. Devrait permettre d'accentuer la prévention aussi. On fait déjà de la prévention dans nos dossiers, mais je dirais qu'il faut être quand même aux aguets. Il faut suivre, en tout cas dans notre système, dans la plupart des systèmes, c'est pas automatique. C'est pas le système qui va rappeler aux patients qui sont dus pour, par exemple, leur test de fit pour les selles. C'est nous qui, sur notre tableau de bord, éventuellement, voyons que ça devrait être fait, que ça fait plus de 2 ans que ça a été fait. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prévention beaucoup plus automatisée. L'idéal, c'est souvent que c'est quand c'est fait par le gouvernement, mais je pense que si nos systèmes permettaient aussi d'aviser le patient d'envoyer un courriel automatiquement, en ne demandant pas nécessairement notre intervention, je pense que ce serait un endroit où on peut beaucoup améliorer les choses. J'ai appelé les données push, autrement dit, notre système, au lieu que nous, on consulte notre système pour savoir quand visiter nos patients ou quand dire à nos patients, ce qui fait que des fois, on oublie de le dire, il y aurait vraiment de l'information qui serait poussée à nous et à nos patients pour faire toute la prévention requise et qu'on n'oublie pas les gens qui ne viennent pas nous voir ou ne consultent pas souvent, etc. Même si je suis assez pro soins virtuels, ce n'est pas un but en soi, mais c'est un outil. Quand il y a un nouvel outil, des fois, on pense que c'est la panacée, que ça va régler tous les problèmes. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais je pense que c'est un outil qui est très intéressant, surtout si on pense qu'on va y greffer d'autres données. Je l'ai dit un petit peu en bas, je pense que ça va prendre des investissements de fonds majeurs publics, par exemple, pour que là, on a accès au laboratoire. En fait, ce n'est pas tout à fait push, mais si j'ai un patient qui me dit as-tu mes résultats puis je ne les ai pas, je les trouve en 20 secondes. Ce n'est pas vrai des examens d'imagerie, ce n'est pas vrai du dossier de pharmacie. La plupart des choses, ce n'est pas vrai. On va voir un peu ce que l'avenir pourrait avoir l'air. C'est juste, on va devoir trouver un équilibre. Je pense qu'on a une expérience. On est tombé dans l'expérience vraiment comme Obélix dans Potion magique. On était obligé de le faire, même si on n'avait aucun principe, aucune connaissance. Et on a quand même appris beaucoup de choses. J'ai quand même l'impression qu'on n'a pas tout appris encore. Je pense qu'il y en a peut-être aussi qui ont été un peu tannés du virtuel, qui sont revenus au présentiel tout le temps, sans condition. Moi, je pense que l'optimisation des soins, puis répondre aux désirs des patients, mais aussi à leur bien-être, à la meilleure façon de prodiguer les soins, je pense qu'on n'a sûrement pas trouvé l'équilibre et la meilleure façon de faire. Le but, ce sera toujours de répondre aux questions et aux préoccupations de nos patients le plus rapidement possible, d'optimiser le dépistage, comme j'ai dit, d'accélérer l'accès aux consultations avec nous, avec les spécialistes aussi. Puis alors, il va falloir qu'on trouve comment, quand, dans quelle séquence offrir les soins. Qu'est-ce qui est optimal pour les patients, puis qui est à la rigueur respectueux aussi du temps qu'on a, puis de nos capacités, là, sans nous augmenter notre tâche de façon exagérée. Alors, c'est là, tu regardes, c'est un texte que j'ai trouvé sur le site de Intel Canada. Évidemment, tu vas voir, c'est un ton un peu différent. J'ai pas de part dans Intel, mais évidemment, ils ont une vision assez idéale Alors, il est devenu un nouveau paradigme en matière de santé. La technologie transforme la prestation des soins de santé grâce à des appareils connectés. Et l'analytique de l'intelligence artificielle permet de suivre des patients à distance, ainsi que la robotique. C'est toutes des choses intéressantes, mais on n'en est pas tout à fait là. Les avantages des systèmes de télémédecine incluent un meilleur accès aux soins, une qualité élevée de soins et une meilleure efficacité clinique. Bon, ils vantent leur système. Les systèmes de télémédecine intégrant l'intelligence artificielle peuvent analyser automatiquement des données des patients et aider les prestataires à réagir plus rapidement aux nouveaux développements. Qu'est-ce que je pense de ça? Bien, je pense que c'est comme le reste. Oui, l'intelligence artificielle, qui est cette capacité de gérer des grosses bases de données, va sûrement nous aider et va
éventuellement et probablement dans un futur assez proche, être probablement plus intégré à nos systèmes de prise en charge des patients et va sûrement nous aider à nous assister dans la prise de décision, c'est bien clair. Mais je ne suis pas sûr que ça va être aussi facile que ça. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on est à l'ère des objets connectés. Hein? Souvent, votre toaster, votre cafetière, beaucoup de choses dans votre maison, vos lumières, etc., qui sont déjà branchées sur l'Internet. On peut imaginer qu'on va avoir de plus en plus de systèmes médicaux qui vont être branchés à l'Internet. Alors, par conséquent, éventuellement, dans nos systèmes, on va avoir accès à des données sur notre patient. C'est sûr qu'on pourrait avoir des temps réels. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un système bien développé puis bien implanté? Puis encore là, c'est loin d'être évident. Je ne sais pas si ça va être rapidement ou si les difficultés d'implantation vont faire que ça va prendre des années. Ce qui est clair, c'est qu'on va pouvoir assez rapidement, puis ça existe déjà. Par exemple, je pense à l'initiative de l'hôpital Montfort de suivi des insuffisants cardiaques où on leur fournissait une balance, un appareil de tension artérielle, entre différents appareils qui permettaient de monitorer certaines de ces données-là et par des infirmières qui pouvaient sonner l'alarme au médecin et dire, écoute, ça ne va pas bien, ton patient a pris du poids, sa tension est élevée, etc., etc. Je pense quand même qu'il y a une place immense pour justement être capable, quand on fait une rencontre, il y a déjà des gadgets aux États-Unis qui existent, mais où tu pourrais à la rigueur en parler avec un patient qui aurait l'équipement, avoir sa tension artérielle, sa température, son rythme cardiaque, sa glycémie, certains résultats de laboratoire, peut-être même des photos haute définition. Les photos, pour ceux qui l'ont utilisé pour faire de la dermato à distance, des fois, c'est bon. Des fois, c'est comme quand on rentre dans une salle où on reconnaît tout de suite la pathologie puis on peut déjà intervenir. Des fois, la résolution n'est pas assez bonne ou le contraste n'est pas idéal, mais je présume que c'est des choses qui vont s'améliorer aussi. Donc, je prédis quand même qu'à un moment donné, je ne sais pas si les patients auront tous ces gadgets-là connectés où ils auront un genre de package ou de possibilité d'avoir quelque chose qui coûte peu cher, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver pour le suivi aussi. En tout cas, ce qui va sûrement arriver que pour des groupes précis de personnes, comme des diabétiques, des insuffisants cardiaques, nos patients cardiaques, ils vont peut-être avoir accès à cette technologie-là. L'autre chose qui pourrait être intéressante, c'est d'avoir des comptoirs en libre-service situés dans des pharmacies, par exemple, ou des lieux publics. Ça, je pense surtout si le médecin est très loin. Ou peut-être d'avoir des points de service qui sont proches du patient et qui permettraient de faire une consultation un peu à distance comme ça. Les choses qui existent un peu, mais avant que ce soit, c'est l'avenir, je ne sais pas si c'est l'avenir proche, l'avenir moyen, à mon avis, c'est ni proche, c'est peut-être dans un avenir rapproché quand même, qu'il y aura peut-être de plus en plus de ces gadgets-là, de ces possibilités-là. Je vous ferais remarquer, je ne sais pas ceux qui ont mon âge ou peut-être un peu plus jeunes, quand on voyait Star Trek, je donne Star Trek, mais n'importe quelle émission de science-fiction, ils avaient une genre de petite tablette dans leurs mains. Ils faisaient, en fait, c'est une chose qu'ils faisaient qu'on ne fait pas encore, ils faisaient un scan de la santé des gens. Mais sinon, tout le reste, ils faisaient ça. Ils savaient où ils étaient, ils savaient où ils en allaient, ils pouvaient communiquer. Puis si tu avais demandé à n'importe qui il y a 30 ans, est-ce que tu penses qu'un jour, on va voir ça? Tout le monde, je pense que tout le monde aurait dit, ben non, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais. Mais c'est arrivé. À part le scan corporel, ça fait à peu près tout ce que ces gadgets-là faisaient. Ça donne de l'information. Bon, vous savez tout ce que votre téléphone fait, puis ça n'arrête pas. Donc, si on prend cette analogie-là, ça semble impossible. C'est arrivé même au-delà c'était même pas nos espérances, au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer. Donc, imaginez-vous que c'est clair qu'il y aura probablement des systèmes assez simples que tout le monde pourra posséder et qui permettra peut-être de faire des consultations virtuelles en ayant accès à plus de données, plus d'informations. En tout cas, ne serait-ce que nos gouvernements nous donnent accès à l'ensemble. Je sais que ça existe déjà, mais c'est un petit peu compliqué à travers nos systèmes. Une bien meilleure intégration, au moins qu'on ait accès à toute l'information, incluant les résultats. Ça existe déjà, mais comme vous le savez, c'est très cher. Il faut payer pour. On l'a à l'hôpital, par exemple, mais en même temps, c'est une recherche qui est un petit peu compliquée. Il faut que tu login, il faut que... Bon. Alors, ces choses-là devraient être simplifiées dans les prochaines années, en espérant. Alors, c'est quoi les avantages? On en a déjà un peu parlé. Bon, ça peut être l'amélioration et la qualité des soins, pas nécessairement, par exemple, mais peut-être pour des personnes qui nécessitent une prise en charge très régulière, les maladies chroniques, qui permettraient de consulter son médecin assez facilement ou de façon plus régulière. Par exemple, on pourrait combiner une visite biannuelle, par exemple, avec des visites mensuelles ou aux 6 semaines quand les symptômes ou la situation l'obligent. Donc, ça pourrait de fait être une amélioration de qualité des soins. C'est clairement une réponse aux difficultés de mobilité
les gens qui peuvent mal se déplacer peuvent au moins avoir une opinion médicale pour savoir si ça vaut la peine qu'ils se déplacent. Donc, c'est un exemple dans lequel les soins, la télémédecine a sûrement un avantage. C'est sûr qu'on ne s'en aperçoit pas dans nos pratiques nécessairement, parce que les gens qui ne peuvent pas venir, mais ils ne viennent pas. Donc, on n'a aucune connaissance que je pense qu'on pourrait demander à des gens en psychiatrie comme Hugues qui offrent des services dans le Nord, dans des régions éloignées. Ces gens-là n'auraient pas du tout de service de psychiatrie, n'auraient pas de consultation si la télémédecine n'existait pas. Donc, il y a de la place clairement pour la télémédecine. Ça va changer sûrement nos paradigmes. C'est qui va être inscrit à nos pratiques, qui va cogner à nos portes. Je pense que ça va pouvoir s'élargir pour devenir beaucoup moins géographique dans le futur. Meilleur accès aux soins, encore là, c'est discutable, ça dépend toujours comment. Mais c'est sûr que les gens apprécient de ne pas passer du temps en salle d'attente. Quand tu les appelles chez eux, puis ça fait une demi-heure qu'ils attendent sur leur sofa, en général, ça ne les dérange pas du tout. La réponse unanime, c'est tout le temps, ben non, docteur, je suis chez nous, c'est pas grave, là, je vous attendais, puis je faisais autre chose en même temps, donc zéro problème. C'est ça aussi. La question conseil, parce que les patients ont un petit conseil à vous demander, puis qui n'osent pas vous demander parce que ça ne vaut pas la peine que j'appelle mon médecin pour ça. Est-ce qu'il y aurait façon d'intégrer ça dans nos visites virtuelles, de pouvoir répondre à des problèmes simples ou même à la rigueur en prévenir, comme je disais tantôt, faire du meilleur dépistage ou donner des conseils simples qui ne demandent pas nécessairement le temps d'une consultation complète. Puis évidemment, il y a moins de risques de contamination. On sort d'une pandémie, on n'en est pas complètement sorti. On espère qu'on n'en aura pas une rapidement, mais n'empêche que de façon générale, c'est vrai que des fois, si le conseil au téléphone ou par vidéoconférence peut être donné et que ça sauve de contaminer d'autres patients ou de nous contaminer nous-mêmes, ça peut être quand même un avantage. Les inconvénients, ça prend quand même un équipement de base. En fait, ça prend un téléphone. Mais je vous dirais, il y a même des patients qui ont des smartphones ou qui ont plus souvent de lignes fixes et souvent leur téléphone est pas super optimal pour la qualité audio, etc. Il y a des personnes âgées qui n'entendent pas bien non plus. Donc, ça peut être quand même un obstacle majeur. Quand on tombe à la vidéoconférence, puis on va parler, on sait que si on est sur OTN, mais ce n'est pas nécessairement accessible à tous les gens d'avoir ça non plus. Et souvent, ils n'ont pas non plus une tablette ou un ordinateur assez efficace ou assez bien équipé pour faire de la vidéoconférence de façon intelligente avec nous. Question, est-ce que ça déshumanise la médecine? Ça peut paraître comme déshumanisant. Ça peut donner l'impression que c'est plus difficile de tisser des liens. Mais bon, moi, je pense que l'avenir va le dire. Il faudra s'adapter. Ça dépend du patient, ça dépend de l'équipement, ça dépend du médecin aussi. Mais moi, je pense que j'ai eu moi, je fais quand même pas mal de counseling et je trouve que pour le counseling, c'est des gens que je connaissais déjà bien. Je sens pas qu'il y a une grosse distance, même au téléphone. Alors, ça dépend, il va falloir le vérifier puis le tester, mais ce n'est pas nécessairement vrai que si tu n'as pas la présence, que tu n'es pas capable d'être empathique puis présent auprès de ton patient, à mon avis. C'est sûr que la question, je n'ai pas mis de... Oui. Dans le chat, ils font mention aussi de ne pas oublier que tous les conseils que tu donnes, même si c'est un petit conseil, on est légalement responsable de tout ce qu'on dit. On fait comme conseil, c'est pas parce que c'est par téléphone que c'est moins... non, tout à fait, mais la question que je voulais dire, c'est que c'est tout à fait, c'est comme une vraie consultation. Et je vais parler de la loi tantôt. La loi qui prévaut, c'est la loi où votre patient est au moment de l'appel. À la rigueur, même si on ne le sait pas, mais même si on ne le sait pas, théoriquement, si votre patient est en Floride, puis vous ne le dites pas qu'il vous appelle avec son téléphone ontarien, théoriquement, ça dépend des conseils que vous allez donner, mais c'est sûr que c'est la loi de la Floride qui prévaut à ce moment-là. Donc, il faut vous vérifier, j'y venais tout à l'heure, il faut vérifier avec le CMPA, il faut vérifier si vous faites des appels avec des gens ou de la vidéoconférence avec des gens qui ne sont pas en Ontario, bien, est-ce que théoriquement, c'est la législation de la province? Donc, avez-vous un droit de pratique en Floride? Avez-vous? Non. Donc, théoriquement, vous n'avez pas le droit de faire de la télémédecine. C'est vrai qu'il faut faire très attention, il faut être très clair avec les patients aussi, si jamais on fait de choses, ou ne pas en faire. Mais c'est une zone très, très grise. Et à mon avis, les législations vont devoir corriger ces lacunes-là. Par exemple, si votre patient à vous, ontarien, en bonne et due forme, vous appelle de n'importe où dans le monde, à mon avis, ça devrait être les lois ontariennes qui prévalent à ce moment-là, c'est là mon avis. Mais ce n'est pas comme ça en ce moment. Donc oui, il faut faire très attention. Mais comme on fait attention aux conseils qu'on donne au bureau, c'est évident qu'on fait attention aux conseils qu'on donne au téléphone. Ils ont autant de valeur. C'est comme une consultation médicale, tout à fait. Le dernier aspect, je ne sais pas si je réponds à la question de Chantal, mais l'autre
La protection des données. C'est ça. Oui, je vais y venir tantôt. Il y en a qui me disent qu'il faut être payé. Oui, j'ai une diapo là-dedans. C'est ça, il faut que tu aies dans la même province. Puis il y a d'autres subtilités pour qu'on OIP nous paye. La protection des données, ça a toujours été un problème. À mon avis, d'un côté, c'est super important. C'est des principes de base de l'éthique clinique. Mais en même temps, ça a beaucoup, beaucoup stoppé l'avènement de toutes ces technologies-là. La pandémie a un peu forcé les choses à arriver. D'un côté, ça va avoir été une bonne chose, la pandémie, parce que nos gouvernements ont toujours été très, 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 très frileux au nom de la protection des données. Et moi, je pense qu'on a souvent, ça c'est mon opinion éditoriale, je pense qu'on a souvent utilisé la confidentialité et la protection des données pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et là, comme c'était arrivé, on est obligé d'aller de l'avant, puis de légiférer, puis de trouver des solutions. Mais avant ça, tu ne pouvais jamais rien faire. Puis là, ces questions-là aussi de limiter à la législation, à mon avis, ce sont des barrières qu'il va falloir faire tomber éventuellement parce que ça va limiter les soins que tu peux donner. C'est mon avis. Il y a quand même des risques, hein, on vient d'en parler, les risques juridiques, les risques cliniques. Hein, tu peux faire des erreurs pareilles, peut-être tu peux faire plus d'erreurs. C'est là que le jugement du médecin demeure quand même, ou du professionnel de la santé demeure primordial. Si vous n'êtes pas à l'aise, il faut le dire, il faut s'assurer de voir le patient en présentiel. Il peut y avoir, même si j'ai dit qu'il n'y avait pas nécessairement un risque pour la qualité de la relation, il peut y avoir un risque de la qualité de la relation. Puis moi, j'ai remarqué que les patients que tu as vus souvent au téléphone, donc pendant la pandémie, souvent ils étaient bien contents et souvent ils préféraient revenir en présentiel après. Moi, l'important, je l'ai dit tantôt, je pense, c'est centré sur le patient. Les patients vont s'habituer à la technologie, nous aussi. Il faut y aller selon notre aisance mutuelle, mais je mettrai l'aisance du patient ou les besoins du patient devraient primer sur nos besoins à nous. C'est sûr que l'absence d'examen physique, quoi qu'on va voir tantôt qu'il est toujours possible de pallier à l'absence d'examen physique, il y a peut-être des choses qu'on peut faire au téléphone ou en vidéoconférence. Un des gros obstacles, c'est toujours la médiocrité de la connexion Internet ou de l'équipement ou du téléphone. Les troubles de l'audition et de communication chez les personnes qui ont des problèmes d'audition, mais qui ont des problèmes de cognition, ça peut être un problème majeur. Et là, je pense qu'on a probablement besoin d'une visite en réalité, en vrai, en présentiel. Puis l'autre danger, si j'ai presque envie de vous dire, vous me mettre une petite menace de dire si vous décidez que vous ne faites pas de soins virtuels parce que ben j'aime pas ça, puis mes patients n'aiment pas ça, mais il y a des plateformes commerciales en ce moment qui sont en train de prendre tout le marché. Pas que j'ai besoin du marché, on a besoin des services. Mais en même temps, si nous, les médecins, je dirais bien intentionnés, avec une éthique clinique très bonne, on ne comble pas le vide puis le besoin de nos patients, mais ça va tout s'en aller dans le privé. Et ils n'auront peut-être pas des services aussi bons que s'il y en avait avec nous autres. Donc, il faut peut-être s'assurer de s'ajuster et d'être disponible pour nos patients. Alors, les principes de base, on l'a dit un petit peu tantôt, mais il y a un principe très simple. Dans votre dossier, il faut l'inscrire, mais il faut vous assurer que c'est le bon patient qui vous parle. Donc, évidemment, souvent, vous connaissez vos patients, vous allez reconnaître la voix ou reconnaître le patient. On suggère de vérifier l'identité, le numéro de WIP ou d'avoir quelques détails personnels, un peu comme quand on parle à une institution bancaire qui nous demande quelques détails. C'est important de s'assurer que vous avez les bons participants. Obtenir leur consentement. Le consentement, il y a des exemples. Je n'en ai pas donné là, mais vous avez des exemples. Si vous allez à WIP ou ailleurs, vous pouvez avoir des exemples de qu'est-ce qu'il faut écrire. Il faut dire que ça va être virtuel, qu'il n'a pas possible de faire l'examen physique, qu'il y a des limites à cet examen-là. Il faut que les gens soient très clairs que c'est un contexte différent. Puis, il faut conseiller les outils utilisés au dossier. Par exemple, c'est par téléphone, c'est par vidéoconférence avec tel logiciel. C'est important de tout mettre ça au dossier, que ce soit clair pour la postérité. Les conditions générales qu'on recommande, c'est d'avoir déjà une relation avec le patient. J'ai mis un petit bémol tantôt. Il y a peut-être des gens qui offrent des services, je pensais à Hugues tantôt qui nous disait ça, qui offrent des services à distance en psychiatrie. Souvent, les gens ont été référés, ils étaient déjà dans le nord de l'Ontario ou ailleurs au Canada. Donc, il y a un petit bémol. Tu peux probablement développer une relation en virtuel aussi. Avoir accès à un dossier médical informatisé. C'est primordial aussi, avec le plus d'informations possible. J'imagine certains systèmes commerciaux où tu as un appel avec un patient que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas les antécédents, etc. Je pense qu'il y a des risques là-dedans. C'est pour ça que je vous disais tantôt, système commercial style Apple Tree ou autre chose qui offre de la consultation sans connaître rien de votre santé, je pense que c'est très limité et c'est peut-être un peu plus dangereux. Évidemment, respecter la confidentialité. Puis ça peut vouloir dire aussi où vous êtes pour parler, pour faire votre consultation vous-même, dans votre maison si vous êtes chez vous. Et la même chose pour le patient.
peut-être de s'assurer aussi qu'il y a une certaine confidentialité de l'autre côté de la relation. S'assurer que le patient est à l'aise et qu'il est d'accord avec ce que vous faites. Puis s'assurer que vous n'avez pas besoin d'examen physique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, beaucoup de patients. Bon, tu vois, Chantal disait que beaucoup de patients ont une demeure je me dis que tu vas dire 60 km et plus de leur résidence secondaire, soit Québec ou en Floride. Non, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup d'Ontariens qui demeurent à 60 dans leur résidence du Québec ou en Floride. Il y a beaucoup de monde, donc. Et en ce moment, la législation fait que théoriquement, moi, j'ai envie de dire, utilisez votre jugement, OK? On ne va pas vous taper sur les doigts. Si c'est un renouvellement de prescription, si c'est quelque chose de simple qui n'a pas de conséquences, je pense que moi, je configurerais tout au dossier, si jamais ça arrivait. Est-ce que vous allez votre... Oui, vas-y, Chantal. Non, c'est juste que, premièrement, je ne savais pas cette loi-là. Là. Honnêtement, moi, j'ai comme une grosse population âgée qui, leur deuxième résidence, ou tout le temps de la pandémie, se sont isolés au chalet, qui est au Québec. La majorité n'ont pas un chalet en Ontario, ça coûte trop cher. Puis je savais pas cette loi-là. Donc, puis en plus, on n'est pas vraiment bien rémunéré pour les appels téléphoniques. Maintenant, il faut absolument avoir vu le patient dans la dernière année pour être rémunéré. Puis il y a des patients qui ne savent pas ça. Faut que tu l'aies vu une fois en présentiel. Oui, mais ça, c'est vrai pour les patients, si j'ai bien compris là, parce que j'ai compris comme toi. Et c'est vrai, s'ils sont inscrits à ta pratique, c'est différent. C'est pour les patients qui ne sont pas inscrits. Non, j'ai eu des patients qui ont été refusés. Puis c'était écrit à cause que je ne les ai pas vus dans la dernière année. C'était inscrit. Puis ils étaient vraiment inscrits à ton faux. Oui. OK. En tout cas, je m'excuse, ça va être une... Oui, c'est une façon à vérifier. Moi, je vais voir tantôt, j'ai une diapo là-dessus, puis je pense que je l'ai tiré d'un document d'OIB. Donc, je pense que c'est correct s'ils sont inscrits, mais c'est un problème s'ils ne sont pas inscrits. Oui, puis j'ai l'autre chose, c'est que des fois, oui, je comprends, il y a des patients à mobilité réduite, etc. Mais là, j'ai beaucoup de patients qui sont en télétravail puis ils veulent plus se déplacer. Tout est fait de la maison, assis dans leur confort de leur maison, qui sont des jeunes qui pourraient se déplacer puis sont frustrés que je les fais venir au bureau. Pas moi, parce que je veux les voir à un moment donné. Puis il y a aussi l'aspect, si je voulais dire, mon Dieu, ça m'a parti l'idée. Puis des no-shows au téléphone. Comme ça, c'est encore plus frustrant. Parce que ça, au début de la pandémie, je suis d'accord avec toi, tout le monde était super content, il attendait le téléphone, il faut attendre 1 heure ou 2. Là, si t'es 2 minutes en retard, il commence à appeler, il dit « Hey, il est en retard ». Ou il y a des no-shows. C'est vraiment frustrant, là. On est au service, au dépend du patient à 99,9%. Ton confort, oublie-les. C'est pas à toi que c'est nécessaire. Puis en plus, c'est un no-show, ils sont frustrés. Ou j'ai pas des no-shows, mais ils sont en voiture. Ils savaient qu'à 2 heures, j'avais un appel avec eux. Ils sont en voiture, la connexion est pas bonne. Ou ils sont au chalet sur le bout du quai, à essayer de pogner le Wi-Fi, puis ils savent, là. Donc, je pense que ça, il y a beaucoup de choses qui est bon de ça, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de points frustrants et puis la population est de plus en plus égoïste, je vais dire, parce qu'ils veulent leur affaire à eux, mais pas nous. Comme je te dis, nous, on est comme seconde nature maintenant. Oui. Ça, je pense que c'est important. Je n'ai pas dit nulle part qu'il fallait en faire, qu'il ne fallait pas en faire. Je pense que ça là selon la confiance de chacun. Je pense que ça ne va pas disparaître et je pense qu'il faut savoir doser. Je pense que le désir du patient vient en premier, mais vous avez raison, le vôtre est important. Si toi, tu dis, je ne suis pas capable de m'occuper bien de toi à distance ou j'ai besoin de te voir vérifier certaines choses, je pense que c'est très justifiable. Puis si le patient n'est pas d'accord de faire ça, bien, il peut aller ailleurs quand ils ne sont pas d'accord de s'astreindre aux règles de votre clinique ou aux choses simples de votre clinique. Je pense qu'on demeure avec un certain pouvoir quand même. Lynn, tu avais une question? Pas une question, deux commentaires. Un, je veux dire, j'en faisais beaucoup, puis là, je suis revenue plus en présentiel, mélangé avec un petit peu de virtuel. Là. Mais ce qu'on a fait, nous autres, à notre bureau, c'est qu'on a remarqué que le virtuel nous a fait faire 15 à 20 plus de rendez-vous, parce que des fois, tu as certains patients que ça prend 2 rendez-vous. Alors, c'est-à-dire notre disponibilité, on a travaillé un petit peu plus fort. Puis pour revenir au commentaire de Chantal, moi, la meilleure que j'ai eue, c'est une madame avec une vaginite qui était dans un car wash, puis elle n'a comme pas compris que le téléphone embarquait dans la voiture quand le monsieur est en train de nettoyer dedans. Là. Alors, tu sais, il a dit dans un car wash, ben, vous savez que c'est pas confidentiel. Non, non, c'est pas grave. Ben, là, on a parlé de sa vaginite, puis le monsieur a tout compris, tu sais. Alors, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi que, tu sais, dans le bureau, ils ne parleraient pas la porte ouverte, mais quand ils sont en virtuel, des fois, ils ont un petit peu moins de gêne. Oui. Ben, en fait, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Mais comme je dis, je pense qu'il y a des ajustements à faire, puis il y a des règles à clarifier. C'est ça, parce que c'est pas si clair que ça. Puis c'est vrai que les gouvernements sont un petit peu délinquants. On peut dire que l'Ontario l'est beaucoup en ce moment, en refusant de nous payer, les gens qui n'ont pas de carte, en trouvant tous les moyens de ne pas nous payer. Ça, c'est un autre problème.
Les responsabilités, moi, je pense qu'il faut être prêt à voir vos patients si c'est nécessaire. Vous ne devriez pas les référer à l'urgence parce que ça ne vous tente pas de faire l'examen ou parce que le patient ne veut pas venir. On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait si le patient ne veut pas venir? Bien, il va peut-être dire d'aller en urgence. Mais en tout cas, moi, dans la pandémie, il y a des gens, des fois, des médecins qui disaient, bien, va à l'urgence parce que moi, je ne peux pas te voir. Bon, c'était la pandémie, c'est autre chose, mais il faut quand même faire attention à ça. Et évidemment, si vous référez en spécialité, puis qu'il y avait besoin d'un examen avant de référer, bien, il faut que vous fassiez venir votre patient chez vous pour l'examiner avant de le référer, puis donner l'information complète au consultant, bien évidemment, puis vous assurer d'assurer le suivi. Alors, comment trancher, virtuel, présentiel, tout ce que vous avez dit est juste. Je pense qu'il faut tout mettre ça dans la balance. On va trouver des meilleures façons de faire. On va peut-être avoir peut-être plus de balises dans quelques années. Peut-être que les gouvernements vont nous en donner, mais en même temps, je pense que c'est un peu à nous autres d'établir un peu les règles en se posant des questions dans le sens de l'éthique. Qu'est-ce qui serait juste pour le bienfait du patient? Le bienfait du médecin est important aussi. Hein? Dans l'éthique, le bien-être de tout le monde est important. Alors, y a-t-il vraiment besoin d'un examen? Idéalement, on devrait connaître le patient, on devrait avoir accès au dossier, je l'ai dit plusieurs fois. Puis le patient, comment est-il bien avec ce mode? C'est 4 questions assez simples qui peuvent aider à trancher en ce moment, ça va être ça qui est préférable. La plateforme vidéo, assurer qu'elle est validée par le collège ou que c'est accepté. Évidemment, toujours s'assurer du respect de la confidentialité. Puis comme l'histoire que racontait Lynn, je pense que si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation, c'est à vous de dire « je ne suis pas à l'aise, je préfère que vous me rappeliez » d'un endroit un peu plus sécurisé qu'un car wash. Donc, vous avez le droit de faire ça aussi. Là. Les éléments technologiques, je vais passer vite là-dedans. Évidemment, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile, c'est quand même correct. Les logiciels de téléconférence, Teams, Zoom, attention, ça vous avait été dit au début. D'autres, on ne l'a pas vraiment utilisé. On a utilisé vraiment les outils qui étaient approuvés par l'Ontario. Mais à la rigueur, sachez que si jamais vous utilisez Zoom, il faut que vous ayez la version payante qui est chiffrée, qui a un chiffrement acceptable. Sinon, la version gratuite, elle n'est pas chiffrée de façon acceptable. Donc, il y a des problèmes de confidentialité. Les logiciels qui sont liés à votre dossier électronique, évidemment, en général, sont approuvés par le gouvernement. C'est ce qu'on a, nous. C'est pas le réseau de télémédecine qu'on a, mais on a un logiciel qui est approuvé par le gouvernement. J'ai mis le texto en bas. C'est pas parce que vous parliez à vos patients avec un texto. Je l'ai mis en bas parce que si vous communiquez avec, on va parler d'apprenants tantôt, si vous faites de la supervision clinique ou de la télésupervision, le texto est plus sécuritaire que Messenger ou que WhatsApp. Donc, le texto qui vient avec votre téléphone peut être une façon de parler sans mentionner les noms, sans manquer de confidentialité, peut être une façon de communiquer avec votre apprenant. Style, je suis prêt à réviser mon patient ou poser quelques questions, ça peut être une façon acceptable de communiquer. Alors, si le patient est hors Ontario, vérifiez les règles. OK, Chantal, ce qu'on m'a dit, c'est que ça devient un peu mêlant au Canada, en Ontario ailleurs, mais je pense que théoriquement, le WIP n'accepte pas de te payer, mais je pense que c'est peut-être possible. Encore, c'est toujours une question de jugement en médecine, mais je pense qu'il y a du gris dans la réglementation. Ce qu'on m'a dit, c'est que le droit mondial, c'est la juridiction où le patient est qui devrait prévaloir, ce qui est un grand, grand problème. Le médecin doit avoir le droit d'exercer dans la juridiction où se trouve le patient. Par exemple, moi, j'ai quand même quelques patients du Québec, mais comme j'ai mon plein droit de pratique au Québec, j'ai le droit de faire ça. Mais encore là, il y a des gens au gouvernement du Québec. J'ai essayé d'avoir, au Québec, il y a une clé qui permet justement d'accéder à toutes les données du patient et ça m'a été refusé par le gouvernement québécois parce qu'on m'a dit qu'on ne donnerait sûrement pas une clé à un médecin ontarien. Alors là, j'étais très choqué, donc je n'ai pas répliqué encore. Mais comme j'ai ma licence au Québec que je paye à gros prix depuis 35 ans et que j'ai des patients québécois qui sont inscrits à ma pratique, je pense que j'aurais droit à accéder à ça. Mais juste vous montrer que les gouvernements, des fois, c'est plutôt de mettre des bâtons dans les roues que de faciliter les soins des patients. Ce n'est pas toujours très clair. Il y a des zones grises partout. Alors, validez peut-être l'endroit à appeler si vous avez un problème qui est récurrent avec vos patients et que ça vous inquiète, peut-être valider avec le CNPA. Je pense qu'ils sont capables de donner la réponse. Évidemment, pensez à votre équipement, on va passer vite là-dessus. Probablement avoir une webcam ou avec vos tablettes en général, assurer d'être bien éclairé. Moi, je suggère grandement l'équipement vidéo. C'est un exemple que j'ai. Moi, un petit téléphone comme ça, là, sans fil, ça fait une grosse différence. Tu as tes 2 mains pour taper. La qualité sonore et je ne dirais pas de quelle compagnie, mais il y en a plein des bons casques. Vous allez voir les revues. Ça va vous dire quel casque acheter. Moi, j'ai acheté ça en début de pandémie, puis c'est vraiment très, très bien parce que les patients t'entendent clairement. Et peut-être c'est pour ça que des fois, moi, je trouve ça agréable parce que j'ai l'impression que le patient, je l'entends très bien. Il m'entend très bien.
Puis, j'aime bien aussi une oreille seulement. Si tu travailles dans un endroit où il y a d'autres mondes, dans un bureau, par exemple, ben, tu ne parles pas fort, épouvantablement, pour faire fuir tout le monde qui est autour de toi parce que tu n'entends rien, parce que tu as tes deux oreilles sur la tête. Puis assurez-vous que les logiciels, je l'ai déjà dit, que ce soit déjà approuvé. Bon, la situation en Ontario, moi, ce que j'ai compris, puis j'ai tiré ça du Ontario Makes Virtual Care Permanent, ça a été publié à l'été 2022. Il dit une relation continue est une relation dans laquelle le patient a un rendez-vous en personne avec un médecin au cours des 24 derniers mois ou est inscrit auprès du médecin ou d'un groupe. Alors, on a dit où est inscrit auprès du médecin ou d'un groupe. Donc, théoriquement, s'ils sont déjà inscrits, ils ne devraient pas avoir le critère. C'est comme ça que je l'ai compris. Mais là, tu me mets une petite inquiétude, Chantal, mais j'ai pris ce texte-là de ce document-là. Pour les médecins de famille, une relation continue avec un patient ou un spécialiste référé par ce médecin, les soins virtuels par vidéo sont facturés de la même manière qu'une visite en personne. Et donc, c'est 100 et 85 sont effectués par téléphone. Donc, c'est presque 100 Mais dans les gens qui sont dans des faux comme nous, on est payé 15 de notre visite, donc on est payé 85 du 15 Vous ferez le calcul. Ça ne fait pas une grosse différence, finalement. Pour les soins virtuels dispensés en dehors d'une relation suivie, comme ceux fournis par une clinique virtuelle sans rendez-vous, le paiement est beaucoup moins élevé. Tu peux être payé pour ça si tu travailles pour Apple Tree, par exemple. Ça va être 20 $ pour une consultation médicale par vidéo, puis 15 $ pour une... Ça, ce seraient les chiffres les plus récents tels que rapportés dans l'Ontario Medical Review. Donc, peut-être qu'il y a des erreurs. Moi, je pensais que c'était ce qu'il y avait de plus à date. Donc, j'aurais aimé ça vous valider ça ce matin, mais il va falloir que je pourrais peut-être vous communiquer de l'information. Si je pourrais valider avec CMPA, puis avec OIP, puis vous faire parvenir l'information peut-être. Il y a un guide des soins virtuels, mais je vous rappelle que le premier de ces guides virtuels, regarde, on voit la date, ça a été approuvé par le Conseil en avril 2007. Donc, il y avait déjà un guide virtuel qui avait été publié par le Collège de médecins de famille, le Collège royal, l'Association médicale canadienne. Celle-ci que j'ai mis là a été révisée en juin 2022. Mais c'est un guide qui avait été mis à jour aussi à peu près au début de la pandémie, en mars 2020. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais si jamais vous voulez avoir un peu tout ce que j'ai dit dans la conférence aujourd'hui, un peu les détails, vous les auriez là-dedans. Ça, c'est un texte, je ne vais pas aller vite, il avait été publié en mars 2020 là-dedans, des choses qui étaient recommandées de voir en virtuel. Donc, on ne passera pas le détail, mais en fait, je trouvais que c'était un peu curieux, c'était un peu drôle parce qu'on parlait d'infection urinaire, infection des sinus. Il y a des choses que moi, je préférais voir au bureau. Problème de peau d'hiver avec les photos, oui, mais ça ne marche pas tout le temps. En tout cas, je pense qu'on sait plus d'après notre jugement qu'est-ce qui est faisable par virtuel. C'est sûr que votre jugement est toujours important. Si vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est votre jugement professionnel qui prime. Si je ne suis pas à l'aise, on ne fera pas ça comme ça. Puis évidemment, il faut quand même ne fournir des soins que c'est dans le meilleur intérêt du patient. Encore là, vous n'allez pas offrir des frais virtuels puisque vous êtes mieux chez vous à faire vos consultations. Ça ne devrait pas compter. Ça devrait être, si c'est dans le bien-être du patient, tant mieux. Puis si ça vous convient, tant mieux. Mais c'est toujours le bien-être du patient qui prime. Mais je dirais, en premier, c'est est-ce que vous êtes à l'aise de le faire? Deuxièmement, qu'est-ce que le patient veut? Puis troisièmement, c'est votre bien-être, est-ce que ça va aller avec ça? Il faut s'assurer que la qualité des soins ne va pas être compromise. Okay? On l'a un peu dit tantôt. Bon, évidemment, on doit considérer toutes sortes de choses. C'est notre jugement professionnel encore. C'est quoi l'état? C'est quoi les circonstances? C'est quoi les limitations de mobilité? C'est quoi les distances à parcourir? Etc., etc. Est-ce que le patient ne peut pas s'absenter du travail, par exemple? On sait qu'il faut respecter un petit peu tout ça. C'est comme quand on fait de la consultation, hein? Quand c'est le temps de dire, voici le diagnostic, voici les options thérapeutiques. Bon, on discute avec nos patients. On essaie de voir qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire comme team là, pour régler leurs problèmes. Alors, je pense que ça ne change pas grand-chose. Notre jugement, on en a tous du jugement, on a une expérience. C'est le même jugement, la même intelligence qu'on va utiliser pour décider si c'est approprié ou pas, ou si ça nous tape ses nerfs parce que ça n'a pas de bon sens, parce que c'est inapproprié de la part des patients. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que le temps passe vite, mais je vais juste vous faire remarquer, pour vous demander l'examen physique à distance. C'est sûr qu'on a tous développé des trucs. Oui, Lynn? Oui, je t'écoute, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas nous autres qui décident. C'est notre secrétaire qui prend le rendez-vous. Alors, je pense que comme médecin, il faudrait qu'on ait des balises assez claires, qu'est-ce qu'on veut ou on ne veut pas, parce que notre staff, eux autres, ils ne le savent pas nécessairement. Alors, chez nous autres au bureau, c'est ce qu'on a fait. Là. On a des balises assez claires de qu'est-ce qu'on ne peut pas voir en virtuel. Alors, parce que ce n'est pas nous autres qui choisissons. Hein. Ah oui. Comme je dis, je pense qu'on va continuer d'apprendre des choses. Je pense qu'on a eu l'obligation, après ça, on a eu un peu le ressac de je suis tanné de faire ça, où les patients viennent 2-3 fois, ils n'utilisent pas de façon appropriée. Je pense que si on encadre bien,
puis qu'on met des règles claires, je pense que ça va être très utile. Ça demeure que ça va rester utile, puis il faut qu'on apprivoise ces façons de faire-là. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est un peu ça mon mot du jour. Là, je n'irai pas dans le détail. Je suis allé voir récemment, Tania Elliott, qui est américaine, avait fait des vidéos sur comment faire un examen physique. Ils sont plutôt intéressants à faire. Ça donne des petites idées de ce que vous pourriez faire pour l'examen physique. Je ne vais pas vous le démontrer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis je veux qu'on ait un temps pour un peu de questions. Hi, I'm Dr. Tanya Elliott, and I'm going. Je vais quand même passer là pour pas, vous pouvez aller les voir. Vous l'aurez dans la présentation. Je vais la déposer en PDF, comme ça vous pourrez aller voir. Alors, il y a des choses dans l'inspection. Il y a des choses qu'on peut voir si notre patient est essoufflé. Des choses, je le passe très vite, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir à distance. De toute façon, c'est pas vrai qu'on peut rien avoir. Moi, je donne toujours l'exemple d'une otite externe. Par exemple, tu fais ton histoire, c'est assez typique. Tu sais, l'enfant s'est baigné beaucoup dans les 3 jours, il a mal à l'oreille. Est-ce que tu as touché ce pavillon d'oreille? Non, ça fait mal. Si tu étires les oreilles, ça fait mal. Bien, tu peux probablement savoir qu'il y a une otite externe, puis tu pourrais probablement initier un traitement, puis revoir le patient pour le suivi après ça, voir si ça va mieux. Je te donne un exemple un peu banal, mais faire avec une caméra, vérifier les mouvements extraoculaires, vérifier un examen neurologique bref avec un Romberg ou un Runny to Drift. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, beaucoup plus que tu penses. Alors, des fois, je vous dirais plus quand tu n'as pas le choix. Parce que j'ai l'air de vous dire, on va faire des examens. Ce n'est pas l'idéal. Mais si tu n'as pas le choix pour toutes sortes de bonnes questions, puis que tu as jugé que pour l'instant, c'est la meilleure intervention, bien, il y a des façons de se débrouiller. Là, je vais passer les diapos très vite, ce qui est très peu pédagogique, mais je n'ai pas noté mes numéros de diapos, alors on va sauter. Puis j'avais juste, là, je me demandais si vous en faisiez des examens, vous pourriez me dire à la fin, dans les 2 minutes. Et j'avais juste, supervision clinique, je me demandais juste si vous en faisiez un petit peu. Je ne sais pas si, moi, je ne vais pas passer mon questionnaire. Je vais juste aller au petit principe. Il y a des avantages, je vais y aller comme ça de mémoire. On en a fait, on n'avait pas le choix. Moi, ça arrive d'en faire encore un peu, comme j'ai encore une couple de demi-journée. Des fois, j'ai des apprenants qui sont là en même temps. On communique par texto ou par téléphone mobile. Les résidents, les apprenants en général aiment bien ça parce qu'ils ont le temps de parler aux patients, puis ils ont le temps après ça d'écrire leurs notes. Alors, l'avantage, c'est que quand on revise le patient, quand on a une note déjà au dossier qu'on peut lire en même temps qu'ils nous racontent la situation et des fois, ça nous donne quand même une bonne idée de leur raisonnement clinique, d'où ils s'en vont. Et moi, il faut que vous sachiez qu'avec votre téléphone, il faut que vous soyez capable, ou que ce soit en vidéoconférence, donc notre système le permet, de rejoindre le patient comme vous le feriez dans la vie réelle. Si dans la vie réelle, vous laissez votre étudiant ou votre résident voir le patient seul, soit, mais si vous décidez d'y aller ensemble, vous pouvez être capable de vous mettre en téléconférence ou en conférence téléphonique à 3 pour dire ben, bonjour, Madame Untel, voici mon étudiante est avec moi, Dr. Roy, on voulait discuter de ci et de ça, et vous pouvez voir ce que votre étudiant fait, comment il explique la situation. Donc, c'est la même affaire. Je vous dirais que c'est un petit peu les principes. C'est les mêmes principes, un peu, on vient de parler de télémédecine, c'est les mêmes principes pour la télésupervision. Ça change un peu les paradigmes et c'est clair que vous allez devoir instruire votre apprenant sur toutes les choses qu'on a dit ce matin. À qui tu parles, est-ce que tu as validé la personne, est-ce que tu as bien consigné au dossier, ce que tu as fait, etc., etc. Tous les principes, je pense que c'est bon de les réviser avec eux. Puis il existe, là, encore là, je vais continuer. Évidemment, tu vas juger le niveau de l'apprenant, tu vas regarder les exigences d'université, ça peut dépendre d'une université à l'autre. Et tu peux faire de l'observation directe au téléphone aussi ou indirect. Je voulais juste montrer qu'il y a un document qui existe. Il y a un document qui existe, qui a été élevé par l'Université de Montréal, qui ressemble à ceci. Et je peux vous mettre le lien. Je vais aller vous mettre le lien. Là, on va avoir perdu la communication, mais je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse d'avoir ça. C'est un document pour évaluer au-delà de... Je m'en viens, copie, je vous le mets dans la... Vous avez accès au PDF directement avec ce lien-là. C'est une affaire que vous pouvez utiliser pour évaluer, oui, la prestation, mais en même temps la prestation de télémédecine. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'équipement? Est-ce qu'ils ont tout fait ce qu'ils devaient faire? Donc, vous allez peut-être trouver que c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'était mes dernières diapos. Je reviens à vous pour des... Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, excellent. Merci beaucoup. Hugues? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais aimé intervenir beaucoup plus tôt, mais je ne voulais pas
interrompre. Moi, ce qui me vient, c'est que je trouve qu'il y a des mots que tu as utilisés qui sont absolument massus. Centration sur les besoins du patient. Ça, je pense que c'est tellement important parce que ce que je vois malheureusement, c'est que je vois comment je dirais, une régression de la part des patients, puis Chantal en a parlé amplement, puis moi, je pourrais en amener beaucoup, là, les gens qui conduisent, puis qui font leurs choses, là. Mais je vois aussi, malheureusement, je peux que parler des psychiatres, moi, je vais même au point de dire que depuis 35 ans, je fais de la psychiatrie outreach, et là, maintenant, on a des collègues qui sont jamais allés dans le Nord et qui font des services dans le Nord, ils ne connaissent pas et tout ça. Et ça va mettre notre programme dans les airs, à grand risque. OK? Donc, on perd. Bon, une autre chose, je sais que je pourrais parler longtemps, mais il y a l'autre chose, je pense, c'est que ça nous demande d'apprendre à comment faire dans ces circonstances-là parce qu'on est chez les gens. Et puis là, c'est comme si vous faites une visite à domicile, et puis là, on n'a pas contrôle de ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Est-ce que la radio fonctionne, la télévision, l'Internet, tatati, tatata? Moi, ça me met dans une situation de devoir contrôler à l'extérieur comme si j'étais chez les gens. Et puis, l'autre mot que je veux mettre, c'est que pour moi, c'est un peu comme un privilège pour tout le monde. Et puis, il y a des patients qui peuvent pas. Ils ont brûlé les choses. J'ai essayé de structurer, ça marche pas. Alors, j'ai dit non, c'est dommage, mais ça peut pas. Quand vous pourrez, quand vous ferez, je ne sais trop, on pourra peut-être réessayer. Mais autrement, alors je suis beaucoup plus affirmatif, là, je m'excuse du mot, à structurer et contrôlant finalement pour reprendre contrôle, parce que je sens qu'on perd contrôle à toutes sortes de niveaux. Dernière chose, je trouve que la technologie peut nous aider énormément. Je trouve que le portail de TELUS Health avec PS Suite, c'est extraordinaire. Les patients aiment prendre leur rendez-vous. On peut avoir des conversations courriels et tout fait partie du dossier, ce qui est extraordinaire. Et moi, finalement, j'ai très peu à faire avec ça parce que mon assistante s'occupe de tout et finalement, ça va très bien. Bon, écoutez, je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup aimé, puis j'ai trouvé que, justement, pour le bien de nos patients, c'est ça qui, je trouve, extraordinaire, et bien plus, bien sûr. Merci, Hugues, de ton intervention, parce que j'aime bien la façon que tu as recadré ça. C'est vrai qu'il y en a qui abusent, alors il faut être capable de dire, ben non, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on a quand même droit, là, c'est quand même nous qui structurons ça, mais en même temps, il faut faire attention de dire, ben moi, j'en offre pas à cause que les patients sont pas à la maison, les patients n'ont pas répondu ou sont exigeants puis ils sont jamais à la maison. Je pense que c'est toutes des excuses. Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver comment ça va s'insérer dans nos pratiques pour le bien-être des patients. Moi, je pense que c'est quand même ça qui est important en disant, ben il faut que je contrôle certaines choses, des choses qui sont inacceptables. Je suis très d'accord avec moi. Moi, je pense que les réponses vont venir tranquillement. Ouais. Je pense qu'un point qui est important, c'est que toi, tu es gâté, Hugues, tu es une assistante. Nous autres, on est gâtés au bureau, on a du monde qui peut nous aider. Alors, nous, par téléphone, c'est peut-être la chose la plus facile parce que notre staff, c'est eux autres, il faut tout qu'ils organisent. Alors, si on n'a pas ce backup administratif-là, beau le besoin du patient, mais alors, je pense par nous, par téléphone, c'est peut-être plus facile. Moi, c'est pour ça que j'en fais plus par téléphone parce que ça prend un temps secrétarial pour organiser. Mais non, vous avez tout à fait raison. Je pense que ça va être une combinaison il va falloir voir qu'est-ce qui est le mieux, mais il faudra que les patients à un moment donné reviennent parce qu'on n'a comme pas le choix. T'as beau, moi, je veux voir s'il a perdu du poids, mon petit patient déprimé. Là. Il faut avoir une balance à distance là, qui va te dire comment il pèse. Pas grave, je n'aurai pas confiance, je vais penser qu'il y a un sac de patates à balance. Excellent. D'autres questions, d'autres commentaires? Merci beaucoup. Merci, Hugues. Alors, écoutez, c'est vraiment un sujet. C'est peut-être quelque chose qu'on va refaire dans une couple d'années. Et puis, est-ce que ça l'a resté? Tu sais, ça va être, on va pouvoir voir. Là. Je pense que c'est quelque chose que les patients nous ont demandé, ça fait longtemps, mais qu'on n'était pas prêts. Puis, comme j'en dis, vive la COVID parce qu'elle nous a permis de tout faire ça. Puis là, ça va être à nous autres à trouver le juste milieu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais te remercier, Jean. Comme d'habitude, c'est toujours bon. Tu es philosophe dans tes présentations. Puis, ça nous fait bien réfléchir. Alors, merci beaucoup. Ouais, je vais vous dire, continuez de nourrir le débat. Puis si vous avez des suggestions à me faire ou des commentaires, je vais accumuler ça pour éventuellement une autre présentation, une mise à jour. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. N'oubliez pas l'évaluation, elle est dans le chat.
de remplir. Puis si jamais vous avez des idées pour d'autres sujets pour les matinées du savoir, envoyez-moi un courriel pour qu'on puisse planifier l'année prochaine. Notre prochaine session, c'est avec CMPA au mois d'avril, puis ça va porter sur le travail d'équipe. Alors, j'ai hâte de vous revoir en avril. Merci beaucoup. Bye.